Les fondateurs du Norois, Céline Fortin et René Bonenfant, ont légué en 2018 leur fonds d'archives personnels au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC. Pour mettre en valeur ce fonds, est née l'idée d'une série balado qui retracerait la tradition d'écriture inaugurée par la maison d'édition en 1971, tout en rendant compte des forces vives qui la caractérisent aujourd'hui. Avec un titre qui fait écho à la devise de la maison, la série Le Norois le souffle toujours se répartit en 4 épisodes consacrés à l'héritage des femmes, à la traduction, aux essais et aux livres d'art. Le spectre des sujets abordés permettant de poser un regard renouvelé sur cette maison, surtout connue pour ses ouvrages de poésie, elle qui a pourtant contribué plus largement à la culture québécoise. Sur le modèle d'amitié et d'échange instauré par les fondateurs du Norois, les épisodes sont structurés autour d'une formule dialogique afin que les intervenantes et les intervenants s'autorisent d'un rapport aussi libre que senti quant au sujet dont ils nous entretiennent. Nous faisons le pari que la fluidité des échanges reflétera le caractère singulier de l'écriture telle qu'elle se pratique au Norois. L'animation de chaque épisode de Le Norois le souffle toujours est assurée par Mélissa Labonté, qui est co-directrice littéraire des éditions du Norois depuis 2021. Pour l'assister à l'animation, Paul Bélanger, qui fut directeur littéraire du Norois de 1991 à 2021. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Le Norois le souffle toujours, dans lequel nous discuterons du lien entre poésie et art visuel au Norois, que ce soit dans la forme du livre d'art ou bien dans la collaboration étroite entre poètes et artistes. D'entrée de jeu, rappelons la mission première des éditions du Norois par les fondatrices Céline Fortin et René Bonenfant, celle de créer une maison où les formes d'art se côtoient et engagent une conversation avec le poétique. Ainsi, le premier titre du Norois en 71 sera Calcaire d'Alexis Lefrançois avec les dessins du peintre Milenko Horvat. Suivra des collaborations entre Jacques Brault et Janine Leroux-Guillaume, de Camille Laverdière et René Derouin, Michel Beaulieu et Gilles Boisvert notamment. Puis cette symbiose poésie-art visuel s'ancrera peu à peu dans la pratique même des poètes. Pensons à Signes et rumeurs de Marie Huguet, entièrement calligraphié de sa main et accompagné de ses propres dessins. Pensons aussi aux encres de Jacques Brault dans Moments fragiles. Des collections comme Écriture-Rature, dirigées par Denise Desautels et Francine Simonin, seront des incubateurs à cette vision multidisciplinaire du livre. Et plus récemment, les collections Orphanos et maintenant celle d'Omri poursuivent le dialogue. 50 ans plus tard, cette collaboration poésie et art visuel est toujours aussi vive au sein du catalogue du Norois, que ce soit dans le choix des œuvres en couverture ou la création de nouvelles potentialités avec des livres photos comme Monument de Vanessa Bell et Kevin Tremblay ou encore Je ferai battre le cœur des pommes de Marc-André Foisy. Ainsi, l'art visuel au Norois n'est pas décoratif, mais bien ancré dans son ADN et dans sa réflexion même autour du poème. Pour en discuter avec moi, 2 poètes importants de la maison qui ont exploré dans leurs pratiques respectives l'appariement de l'écriture et des arts visuels. Marc-André Brouillette est poète, traducteur et professeur à l'UQAM. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie, livres d'artistes et d'études sur la littérature. Il s'est intéressé notamment à la spatialité textuelle dans la poésie contemporaine. Il est responsable du site Plepuc, donc Présence du littéraire dans l'espace canadien. Auteur de 6 recueils au Norois, il a remporté en 2005 le prix Louis-Guillaume du poème en prose, puis finaliste au prix du gouverneur général et au prix Émile Nelligan pour son recueil Ma compagne, dont chaque suite se consacre à une couleur. En 2021, son plus récent recueil La langue de ta langue a été finaliste au prix francophone international du Festival de poésie de Montréal. À partir de ce recueil, il co-réalise avec l'artiste Manon Depao la vidéo Ou les mots, présentée en première au Festival international des films sur l'art. Marc-André Brouillette, bonjour. Bonjour. Ensuite, figure incontournable de la littérature québécoise, Denise Desautels a publié plus de 40 recueils de poèmes, dont une quinzaine au Norois, récits et livres d'artistes qui lui ont valu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Athanas David et le prix de la littérature francophone Jean Harpe. En 1975, elle fait paraître son premier livre au Norois, Comme miroir en feuilles, avec des dessins de Léon Bellefleur. Suivra un travail poétique immense, toujours intimement lié au travail d'artiste visuel, comme en témoigne son plus récent titre Disparaître, autour d'œuvres de Sylvie Coton, en coédition avec L'herbe qui tremble, qui vient tout juste de remporter le prix Apollinaire. Elle est la 2e Québécoise à le remporter après Gaston Miron.
Elle est également la deuxième Québécoise après Miron à intégrer la prestigieuse collection de poésie Gallimard. Denise Desautels, bonjour. Bonjour Mélissa. Puis co-animateur, fidèle au poste, Paul Bélanger, bonjour. Bonjour. Comme je l'ai indiqué en début d'épisode, le Norrois a toujours été affilié avec les arts visuels de manière étroite. Est-ce que pour vous deux qui avez publié vos premiers recueils au Norrois, est-ce que cette dimension du catalogue vous a attiré en premier lieu? J'aimerais connaître votre première rencontre avec le catalogue du Norrois. Peut-être Denise, ça remonte dans les années 70? Ça remonte au Norrois qui a 1 an, quand je rencontre pour la première fois René Bonenfant et Céline Fortin. C'est en 72. Alors, ils ont, entre autres, publié Alexis Lefrançois avec Milienko Horvat. Ça a été une très belle rencontre, vraiment. J'ai eu envie de leur proposer un manuscrit qu'ils ont accepté. Et ils devaient le publier en 73-74, mais finalement, j'oublie le nom du graphiste, mais ils ont voulu que ce livre soit vraiment calligraphié et tout. Et ce graphiste a pris 2 ans à faire un petit livre. Alors, il est sorti en 75. Mais disons qu'effectivement, ma première rencontre, c'est vraiment avec le travail d'Alexis Lefrançois et de Milienko Horvat, que d'autre part, je connaissais. Autant avec Calcaire qu'avec ce petit livre qu'on peut voir, 36 petites choses pour la 51. La 51 étant un autobus, celui qui nous amène à l'Université de Montréal, par exemple. Et c'est Martin Dufour qui s'était occupé de la découpe du livre, parce que le livre est fait comme un autobus. Oui, il faut le dire, parce qu'on oui, ne peut pas le voir. Non, c'est ça. Peut-être qu'un jour, vous pourrez le montrer. Mais c'est assez fascinant. Et comme on peut lire à l'intérieur, j'ai payé ce livre $2. Donc, c'était en 71. Je peux me permettre peut-être de vous lire 2 petits extraits. Un extrait du premier recueil du Norrois, donc Calcaire, avec des très beaux petits dessins très dépouillés de Milienko. Et je lirai un petit extrait de 36 choses pour la 51 pour voir que là, il y a 2 Alexis Lefrançois. Le premier, donc je commence avec Calcaire. Quelque part, le bouquet de soleil se paie au prix fort de la folie. Quelque part, des cris insoutenables s'arrachent à la couleur. Quelque part, l'angoisse de quelqu'un tourmente le granit. Quelque part, les yeux sont des brèches par où la nuit déferle. Quelque part, les yeux sont de grands trous vides. Et je passe aux petites choses. En guise d'envoi, c'est petite chose numéro 1. 36 choses pour la 51, pour l'autobus, pour l'autobelle, si vite qu'on la voit plus, si vite qu'on croit qu'elle a des ailes, 36 bébelles, en somme, amères et douces, comme le sougaï du chinois, bedon comme toi, finalement si loin, de toi finalement si loin, de ton enfance, et puis des grands élans, et puis des grands ébus, et puis des grands abus, et puis du grand Zabot, du grand Manolesco. 2 tons complètement différents. Complètement, ces 2 hommes. D'ailleurs, il avait 2 personnalités. Ben, il l'a toujours. Oui. 2 personnalités parce qu'il était traducteur sous le nom d'Ivan Steinhaut. Okay. Alors, donc, il avait 2 noms. Ce nom d'Alexis Lefrançois. C'est son premier nom, c'est son vrai nom. Alors. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça a été ma découverte au départ du Norrois. Et puis après, évidemment, je suis rentrée dans la famille parce que René et Céline voyaient aussi, je pense, le Norrois comme ça. Une histoire d'amitié, mais tellement forte que ça devenait une histoire de famille aussi. C'était de l'amitié presque amoureuse, familiale, disons. Et comme je m'intéressais à cause de ma propre expérience de vie avec mon compagnon Gilles qui était du côté des arts visuels, on partageait tous les 2 cette double passion de ce couple-là. Donc, ça a été une entrée magnifique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de la table de la cuisine à Saint-Hippolyte. Je pense que j'en ai entendu souvent parler. Ah non, là, c'était à Saint-Lambert. Ça, oui, ça, c'était à Saint-Lambert. Et oui, effectivement, tout se passait dans la cuisine.
pour parler ou travailler les livres, mais ensuite, évidemment, comme ils avaient beaucoup le sens de la fête, ça se poursuivait dans la salle à manger, puis ça se terminait souvent très, très tard. Mais déjà, avec ces 2 premiers livres-là, 2 factures visuelles complètement différentes, une plus, je pourrais dire plus convenue, plus, disons, plus sérieuse dans plus traditionnelle. Classique, Puis, cet autobus, plusieurs personnes auraient de la difficulté à croire que ça vient du Norrois. Dans les premiers livres du Norrois, cet autobus complètement loufoque. Est-ce que déjà, dès le départ, il y avait ces 2 tons qui se chevauchaient au Norrois dans les années 70? Il y a eu Jean-Charles Bois, qui, lui, a aussi joué du côté presque de la bande dessinée, il y a eu beaucoup d'expériences. Pierre Laberge. Jacques Tisdale aussi, qui jouait de ce côté-là. Mais il y a aussi, je crois que c'est le premier aussi, je reviens à Alexis et Milienko, ça a été aussi le premier livre luxueux avec le livre qui a pour titre, entre autres, Frontières déjà. C'est un magnifique objet. J'ai la chance d'en avoir un exemplaire chez nous, y compris avec un dessin original à l'intérieur. Et ça se déploie pas dans le métro, mais bien sur une table. C'est un livre luxueux. Encore là, d'une facture plus classique, plus européenne, comme les livres d'artistes, comme Erta ici le faisait aussi autour de Roland Giguère, par exemple. Parce que c'est ça, ma question, c'est est-ce qu'à cette époque, le Norrois arrivait un peu dans un... Est-ce que c'était nouveau? Est-ce que c'était différent, leur approche avec justement le livre d'artiste, ou il y avait une certaine mouvance dans les années 70 pour ce beau livre ou... Là où ils ont été différents, c'est qu'ils n'ont pas fait que des livres luxueux ou d'artistes au sens traditionnel du terme, mais bien... accorder autant d'importance à la facture de chacun des livres. À tel point qu'effectivement, c'était très difficile pour des lecteurs ou des acheteurs de livres dans une librairie de reconnaître les livres du Norrois parce qu'ils étaient tous différents. Alors, c'est à la fois une qualité, mais pour certains, ça pouvait être un défaut. Ils auraient aimé avoir, la marque de commerce du Norrois, c'est quoi? La marque du commerce du Norrois, c'est justement d'être différent de livre en livre, quoi. D'être dans l'éclectisme. Oui, exactement. Et l'éclectisme jouait aussi, je crois, et joue toujours, dans le choix des écrivains, dans le choix des artistes. Il y a quelque chose... C'est une grande famille avec des enfants qui sont très différents les uns des autres. Oui, on pourrait ajouter, juste pour compléter ça, c'est dès le départ, ça a été, tu le nommes, une volonté de dialogue entre 2 langages, les arts visuels et la poésie. Et ça, c'est constant, ça a été constant dans tous les livres qui ont été faits par la suite. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un souci pour chaque livre de trouver, non pas une originalité, mais une pertinence dans le dialogue du peintre et du poète. Ça, je pense que c'était la marque du Norrois depuis toujours. Parce qu'il y a cette idée que le poème ne doit pas se contraindre à un format unique, mais vraiment de faire appel à sa sensibilité propre, donc des formats différents, des artistes différents, cette collaboration, ces collaborations diverses. Je pense que c'est ça qui fait la signature du Norrois encore aujourd'hui. De ton côté, Marc-André, quelle a été ta première rencontre avec ce catalogue éclectique du Norrois? Oui, donc c'est intéressant parce qu'en préparant un petit peu pour l'enregistrement, donc je me rendais compte, moi, mon premier livre, mon premier contact avec le Norrois, c'est Le Mauvais Tour de Roger Lémonerie, qui est un livre très à part dans la production du Norrois en réalité. Donc, tout de suite, j'ai commencé par la marginalité du Norrois. Et c'est intéressant parce que, ça, c'est très anecdotique, mais en même temps, c'est comme ça que les liens se font. Roger avait été le professeur de français de ma sœur et il m'a par la suite enseigné au secondaire. Donc, c'est comme un lien, familial. Une véritable rencontre et c'est que par la suite, donc, que son livre, tout ça. Et donc, c'est un ouvrage qui fait partie de ma bibliothèque familiale, disons, puisque c'est ma sœur qui en avait un premier exemplaire depuis, vraiment, j'ai l'impression, depuis le début. Donc, j'ai comme connu le Norrois avant même de savoir que c'était le Norrois.
Et l'autre titre pour moi vraiment emblématique, c'est Autoportrait de Marie Huguet, qui m'avait fasciné. J'avais ouvert ça sur les rayons de la coop au Cégep, donc fin des années 80. J'avais ouvert ça et vraiment à la fois les textes, c'était une vraie surprise, et le traitement photographique de Stéphane Kovacs, que j'ai toujours et encore aujourd'hui, que je trouve absolument magnifique. Ce sont des traits de vagues qui varient d'une page à l'autre dans des gris. C'est très nuancé, très discret comme mouvement de mer. Et quand on sait l'importance qu'avait la mer pour Marie Huguet, donc c'est un livre que j'ai toujours trouvé comme parfait, en quelque sorte. Son dialogue avec les images, qui ne sont pas des vrais, ce sont des photos traitées, et l'univers des textes. Et c'est un livre qui m'accompagne depuis ce moment-là. Et c'est vrai que ces deux... je trouvais ça intéressant de voir que c'était un peu ces deux livres-là qui avaient peut-être été la porte d'entrée pour moi au Norrois. Donc, par la suite, continuant à chercher et puis à vouloir découvrir des auteurs. Donc là, c'est vrai que ce sont plutôt les livres de Jacques Brault qui ont été aussi... marquant dans la relation au papier, à l'objet, mais aussi aux arts visuels, puisqu'il pratiquait l'aquarelle, donc il y avait souvent des illustrations de lui dans ses ouvrages. Et comme c'est un auteur qui m'a beaucoup marqué, il reste que cette démarche-là chez lui de dessin, qui est plus discrète, mais en même temps incontournable. On peut difficilement... aborder son œuvre sans sa pratique qu'il a toujours un peu mis en relation avec son écriture. Donc ça, c'était un moment aussi très important. Donc, je pense à Poème des quatre côtés, notamment. Donc, et toute la dimension artisanale qui m'avait beaucoup séduite à l'époque. Donc, c'était les reproductions étaient collées, donc c'était découpé, collé sur la page et non pas reproduit, imprimé sur la totalité de la page. Donc, il y avait un côté, artisanal qui me touchait beaucoup, qu'on retrouvait dans beaucoup de livres à l'époque, évidemment, au Norrois. Et je dois aussi avouer que La promeneuse et l'oiseau de Denise avait été aussi un recueil pour sa facture, qui m'avait... parce que c'était embossé. La couverture était embossée. Et j'ai toujours eu un rapport, je dirais, affectif, sensoriel ou sensuel avec les livres embossés. Et donc, ça a été, pour moi, je me souviens, la première fois que j'avais vu La promeneuse et l'oiseau, c'était comme... j'arrêtais pas de toucher. Je sais pas, il y a quelque chose, on dirait que je découvrais que la couverture pouvait contenir un univers visuel, sensible ou sensuel que je trouvais formidable aussi. Donc, Parce que c'est vrai que ce côté artisanal, quand je pense aussi à Marie Huguet, peu de personnes maintenant se souviennent que ses premiers livres avaient cette facture, justement, signée rumeur, calligraphiée à la main. Est-ce qu'on perd à quelque part une dimension à la lecture dès qu'on quitte cet objet-livre on parle justement du côté sensuel de la chose, sensible. Quelle est la portée de l'objet-livre sur le texte? Est-ce que ça a une influence? Je ne sais pas si ça y enlève quelque chose, mais ça ajoute une sensualité, je trouve, si on pense au livre de Marie ou à d'autres qui ont été écrits à la main. Et il y a eu une période où il y avait d'autres éditeurs qui faisaient ça aussi de façon épisodique. Je pense à Paul Chamberlain, notamment, au début des années 70. Mais c'était parti... Encore là, ça faisait partie du projet de René et Céline d'être dans une espèce d'artisanat, de produire quelque chose qui ressemblerait au poète avant tout et pas à l'édition en général. Comme pour marquer la personnalité. Et l'aspect écriture à la main ajoutait une sensualité, mais je pense pas que le poème y perde s'il n'y a pas l'écriture en question. Mais je pense que Signer Rumeur est en cela quelque chose d'assez extraordinaire. Avec Marie, on avait ça, justement, ces signes qui se promenaient et qu'on avait l'impression d'entendre comme une rumeur sur la page. Et je pense que peut-être que pour un roman, ce serait pas intéressant, mais pour la poésie, c'est
c'est un mix extraordinaire, je trouve. Revenant à ta question, j'ai pris en note en regardant le livre de Michel Côté, qui est un spécialiste lui aussi du texte et de sa fabrication, sa graphie, des dessins et tout, dans ce qui s'appelle Blanc, Noir, Blanc. Magnifique livre d'ailleurs, avec 2 types de papier, bironique, un papier japonais, je ne sais pas si je le prononce bien, Unryu, là. Okay. Dans ça, il y a 2 petits vers. C'est l'histoire de la parole qui se lit avec les doigts. Mm. Et je trouve ça assez beau, puisque son livre, il l'a lui aussi calligraphié. Il y a des pages où la calligraphie est large, ouverte, les mots sont immenses. Et parfois, c'est tout petit. Et on se promène d'un type de papier à l'autre. C'est assez magnifique, je trouve. Et tout ça, c'était en 82. Il y avait 7 cahiers, 5 feuillets de planches pliées. Et Michel a travaillé avec les voix d'errance, avec À force de silence et... Tour de terre. Oui, c'est ça. Et avec ce petit dernier là, qui a pour titre déjà... le dernier qui est Rien n'est si étrange. Oui, c'est ça. Rien n'est si étrange, voilà. Mais repensant à ta question, Mélissa, j'ai l'impression, d'une part, comme on a mentionné, il y a une très grande diversité, en réalité, de ce qui a été offert dans l'histoire du Norrois par rapport à cette relation-là. Donc, parfois, j'ai l'impression qu'on l'enferme dans un type de production, alors que quand on commence à plonger, on voit que c'est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus éclaté qu'on pourrait le penser à première vue. Mais j'ai l'impression aussi que c'était pas forcément, dès le départ, là, mais c'était pas forcément une ligne, même s'il y avait un intérêt, évidemment, des fondateurs, René Bonenfant et Céline Fortin, mais c'est plutôt, pour moi, de proposer une expérience de lecture qui se fait avec un dialogue image, soit avec de l'image, soit avec la calligraphie, parce qu'elle est présente, comme on le disait, même dans des tirages courants, là, avec les écritures manuscrites. Donc, d'essayer de pousser l'expérience du texte aussi en dialogue avec la présence d'images au pluriel ou d'une calligraphie ou d'une mise en page ou d'un découpage de livres en forme d'autobus ou, enfin, il y a eu beaucoup de choses. D'essayer, et donc, j'ai l'impression que chaque projet avait ce désir de proposer un peu un univers qui pouvait pousser au bout, pousser davantage l'univers, peut-être que les mots au départ pouvaient susciter, mais on sait qu'il y a des projets qui sont nés aussi d'abord par le désir d'artistes, de dessin. Donc, il y a eu vraiment toutes sortes de points d'entrée par rapport à cette relation-là qui fait en sorte que les livres sont très diversifiés, très multiples et ne sont pas nés toujours de la même façon, avec le même parcours en réalité. Mais je ne crois pas que René et Céline, au départ, aient pensé à tout ça. Non. C'est venu avec le temps. Au départ, on associe, on accepte quelques propositions, puis après, les artistes ou les écrivains eux-mêmes, les poètes, ont amené des projets qu'ils ont choisi d'accepter, comme si dans les années 70, tout avait été possible. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des choses très luxueuses qu'ils ont faites qui coûtaient peut-être beaucoup moins cher. Et il y avait moins de maisons d'édition, moins de ceci, moins de cela. Mais c'est vrai qu'ils ont à peu près, je dirais dans le genre, à peu près tout expérimenté. Ouais. De la chose la plus simple, mettre une image sur la page couverture, puis le texte suit, à faire en sorte qu'il y ait moitié texte, moitié image, que ce soit le même artiste poète ou que ce soit un poète avec un autre artiste. En fait, ils ont tout essayé, des petits, des grands, des luxueux, des moins luxueux. Oui, je pense c'est magnifique. Oui, je pense à ta collection Écriturature. C'est pas tout à fait... Non, c'est pas la collection, c'est la collection blanche dans laquelle il y a eu Léon Bellefleur, Roland Giguère. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est avant ça. Ça, c'était la collection Le cœur dans l'aile. Le cœur dans l'aile, oui. Oui, parce que c'était le titre du premier avec Gérard Tremblay. Ouais. J'appelais ça les livres d'artistes à prix accessible, disons. Oui. Hein? C'était des reproductions avec un commentaire au début qui pouvait être soit plus sous forme d'essai ou qui pouvait être plus poétique. Oui. Alors que Écriturature, en fait, c'est pas moi qui l'ai créé. En fait, c'est Francine et moi qui avons fait le premier. Et René et Céline ont décidé de garder notre titre
écriture-rature pour en faire 4 ou 5 autres par la suite. OK. Et quand je dis Francine et moi, je devrais être plus honnête et dire que c'est l'idée de Francine. Comme on travaillait ensemble, on avait fait plusieurs livres ensemble, y compris chez Estérel et un en Suisse et tout. Un jour, elle me dit, viens à l'atelier, j'ai un projet, et elle me montre 4-5 grands cahiers de dessin. Et le premier écriture-rature sera le plus grand, puisqu'il correspond exactement au format de ces dessins. Et elle me dit, est-ce que tu aurais envie d'écrire un texte qui soit un équivalent du travail d'atelier dans un cahier de dessin où on fait des croquis, on fait des essais. Et c'est comme ça que moi, j'ai appelé ça des textes d'atelier. Pour accompagner, elle m'avait prêté ces 4-5 gros cahiers de dessin. Je me promenais dans ça. Et c'est là que, lentement, j'ai commencé à écrire un texte en me disant, voilà, si toi, tu es dans ton propre atelier, dans ton bureau, comment tu réagis par rapport à ta propre écriture, partie journal, partie fiction, partie lettres, bon, tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé, si on peut le dire. Je pense qu'il y a plusieurs types de relations avec l'artiste, que ce soit justement des œuvres déjà créées, donc on s'inspire d'eux, ou là, carrément, être dans l'atelier avec l'artiste. Mais dans les deux cas, quelle est la posture du poète? Est-ce celui de l'admirateur ou celui d'être en amont dans l'atelier avec l'artiste? C'est une grande question, mais quelle posture vous pensez que le poète a avec l'œuvre? Mais ça aussi, selon les expériences que j'ai pu vivre, parce que j'en ai vécu plusieurs, j'aurais des réponses différentes. Si on parle de cette expérience-là, donc qui émane de Francine elle-même, là, effectivement, c'est elle qui, me parlant du projet, se promenant, les livres et les dessins, elle se promenait pas avec des gants blancs, hein? Elle pilait sur ses dessins, elle se promenait dans l'atelier avec sa cigarette. Je me disais toujours, le feu va prendre ici, c'est sûr. Donc, on se promenait, on regardait, elle me parlait. Et tout ce temps-là, moi, j'avais mon petit calepin, puis je prenais des notes. Je me disais, ah oui, ça fait surgir telle idée. Moi, je vivrai mon expérience d'atelier de telle façon, de telle façon. Mais c'est elle qui a fait surgir tout ça. Même mon intérêt pour ces textes d'atelier. Sans elle, peut-être que je l'aurais sûrement jamais écrit ce texte. Alors qu'avec d'autres, par exemple, avec Michel Goulet, Le Son de Venise, par exemple, c'est moi qui irai vers Michel. Puisque je savais qu'il était à la Biennale de Venise avec 3 installations. J'avais connu son travail lors d'une expo qu'il avait fait avec Louise Robert au Musée d'art contemporain. Je le suivais à la Galerie Giroux, Michel Giroux et tout. Et là, j'ai eu envie de travailler à partir. Je lui ai demandé, mais en lui disant, je suis pas une critique d'art, je vais faire ce que je veux avec ton travail. Puis il avait dit oui. Oui, ça constituait jamais un commentaire. Ça, c'est l'essentiel. Et puis moi, je me souviens de Le Son de Venise, évidemment, parce que le tirage de tête était un petit boîtier qui était très, très joli. Il y en a eu 2 tirages de tête. Le premier, c'était avec des dessins. Il faut faire court, mais il s'était fait envoyer par un Italien des enveloppes c'est moi qui avais adressé les enveloppes à l'adresse de Michel. Et il avait demandé à l'Italien d'envoyer les enveloppes à Montréal, mais en mettant des timbres toujours placés différemment, en essayant de trouver les timbres les plus variés. Et il a reçu les enveloppes et il a dessiné sur ces enveloppes-là. Et c'est ça qui est devenu l'objet qu'on a rentré. On a glissé une feuille où moi, j'avais écrit une petite phrase dans le tirage de tête. Et la deuxième fois, ça a été le boîtier assez beau, avec joli. des petits sacs et tout. Oui, très beau. Mais aussi une chose qui est intéressante par rapport à ce que tu disais, Mélissa, c'est que souvent, c'est des rencontres entre des artistes et des poètes, mais il y a aussi beaucoup d'écrivains au Noroît qui ont une pratique artistique et qui ont intégré cette pratique-là dans leurs livres. Et ça, c'est quand même aussi un élément très, très particulier aussi qu'on retrouve, mais ça depuis les débuts, encore une fois. Donc, c'est certain qu'il y a eu Céline Fortin a
un peu l'initiatrice peut-être de cette pratique-là, interdisciplinaire, si on peut dire. Donc, avec ses textes, ses collages aussi. Il y a eu Brault, dont je parlais tout à l'heure. Michel Côté, Denise en a parlé, mais il y a Martine Audet qui fait des photographies qui sont souvent reproduites sur ses couvertures. Donc, je ne sais pas, Louise Warren a fait des photographies au Portugal pour son ouvrage autour de cette ville. Donc, et bien d'autres, là, c'est toujours difficile parce qu'on ne peut pas énumérer tout le monde, mais je veux dire, c'est aussi un élément intéressant dans cette pratique-là de la relation entre l'écriture et les arts visuels. J'ai fait des photos pour le Parc Lafontaine. Pour le Parc Lafontaine. Oui, c'est vrai. Toi-même artiste. Je ramène tout à moi. Non, mais j'allais parler de la collection comme, comment dire, dans la continuité des beaux livres, si on peut dire. La collection Ludie, l'idée, c'était de faire la place à la photographie. Exactement, ça. Donc, il y a eu quelques livres qui se sont faits autour de ça. On espère qu'il y en aura d'autres, mais c'était... Et puis, c'était comme, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation. C'était pas une absolue, le projet de René et Céline. Nous autres non plus, quand on a pris le Norrois, Hélène et moi, c'était pas une absolue, mais c'était une préoccupation. On était à l'affût, et comme Marc-André le rajoute, beaucoup de poètes ont des pratiques qui répondent à l'art visuel. Donc, le Norrois, en quelque sorte, a ouvert des possibles. Donc, les poètes aussi se sont permis de mettre de l'avant aussi leur pratique artistique qui était peut-être à côté de leur écriture ou qui accompagnait leur écriture. On a parlé aussi de différents formats, donc plus luxueux, parfois justement l'autobus à 2 $. On peut parler aussi d'une démocratisation quelque part du livre d'artiste, alors qu'il était peut-être réservé à certaines personnes, des collectionneurs. Là, l'idée du livre d'artiste entrait dans l'idée de livres plus abordables qui pouvaient être offerts à n'importe qui. Je pense que ça, j'ai l'impression que le Norrois a permis ça aussi à quelque part. Hein. Oui, parce qu'il y a des catégories, je crois, de livres d'artistes. Quand je parlais de Michel Côté tout à l'heure, ils sont beaucoup moins luxueux que le Mienko Havat ou celui que Jean Chapdelaine Gagnon a fait avec Lorraine Bénic, par exemple, ou il y a Janine Leroux-Guillaume qui en a fait un aussi avec Jacques Brault. Donc ceux-là sont vraiment beaucoup plus luxueux pour collectionneurs et on regarde papier, tout ça. Ouais. Et normalement, ce sont des originaux ou des gravures, des estampes, enfin tout ça. Mais il y a différentes catégories maintenant et comme on fait de plus en plus de super reproductions de textes, d'images, c'est magnifique. Mais on retrouvait aussi l'amour si on peut dire, de la culture du livre, là, avec les papiers. Il y avait quand même une variété, un souci du papier, des couvertures, Donc, ça vient aussi de la culture du livre d'artiste au sens d'objet unique, extrêmement soigné, luxueux dans ses matières, le temps que ça prend. Enfin, le luxe, c'est aussi ça. C'est le temps, c'est la typographie, les caractères au plomb. Donc, mais on pouvait retrouver ça dans des tirages courants aussi. Donc, ils ont amené, René et Céline, cette sensibilité-là aussi dans le livre courant. Et ce qui faisait qu'on pouvait retrouver de très beaux livres en tirage courant, mais qui étaient vraiment influencés par ce souci-là, cette sensibilité-là, vraiment très Mais ils avaient fine. des amis, comme Pierre Guillaume, par exemple, le super imprimeur, et puis Martin Dufour. C'est Martin Dufour qui on parle depuis le début de l'autobus, c'est Martin Dufour qui en a conçu la conception, l'aspect graphique. Là. Alors, et c'est bien d'avoir des amis dans un peu tous les milieux, disons, Pierre Ouvrard. Et c'est ça qui alimentait aussi leur réflexion, leur goût, leur intérêt pour 1000 petites choses. Et même pour les papiers, ils avaient leur entrée un peu partout. Oui, puis que j'allais dire, la reconnaissance entre eux, Roland Giguère, René, tous ces gens-là se fréquentaient. On connaissait déjà ce travail-là. C'était Herta ou d'autres. Hein? Ouais. Et ça partait de là. Mais après ça,
Et puis, dans l'édition en général, pour ce que je connais, en tout cas, il n'y avait pas cette présence-là aussi marquée que le Norrois l'a fait depuis toujours. Là, par la suite, je pense que le Norrois a donné vraiment là-dessus, René et Céline particulièrement, un coup d'envoi qui dure encore 50 ans plus tard. C'est assez merveilleux, ça. Toi, de ton côté, Paul, quand tu as repris la maison, est-ce que c'était une préoccupation qui était au centre de votre mission éditoriale? Oui, c'était toujours dans nos préoccupations, sauf qu'on s'est heurté tout de suite à ce qui continue d'arriver, la raréfaction des papiers, le coût de ces livres-là qui était très, très élevé. Et puis, il faut dire que René avait des entrées chez des collectionneurs en Europe, ce qu'on n'avait pas. Et le dernier livre qu'on a fait au sens fort du terme, si on veut, à ce moment-là, c'est L'empreinte du bleu d'Hélène avec Marc Garneau. Merci. C'est un grand livre en boîtier en bois. Oui. J'essaie de décrire parce que pour ceux et celles qui ne connaissent pas ces livres, je pense que c'est assez... Il y a comme un tiroir, oui. C'est ça. Oui, je sais pas d'autre chose pour le nommer. C'est comme un tiroir dans lequel le texte, l'enveloppe du texte entrait. Et par la suite, comme moi, je n'ai pas de lien avec des collectionneurs, donc on a toujours gardé le souci de faire les livres dans le même esprit, bien que ça soit modulé depuis. À partir de l'an 2000, j'ai rationalisé un petit peu les formats, justement, pour essayer d'avoir des moindres coûts à l'imprimerie. Il a toujours fallu jongler avec tout ça, mais la préoccupation de base est toujours là. Il arrive comme Michel Côté, comme Martine Audet, avec la collection Orphanos, pour le Club des Amis. Donc, ce souci-là est toujours présent et je pense que c'est vraiment... ça finit par faire une histoire qui est très, très riche en diversité, en choix de papier, parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans l'impression en général, tous les éditeurs fonctionnent avec une sorte de papier, puis c'est tout. Aussitôt qu'on veut sortir, vous en savez quelque chose. Oui. Ça coûte pas mal cher. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un âge d'or du livre d'artiste dans les années 70-80? Est-ce que... Parce que si je pense à la collection de livres d'artistes de la BNQ, qui est assez impressionnante, pour l'avoir visitée, est-ce que je me demande, est-ce qu'il y a encore des livres comme ça est-ce que dans les années 70-80, c'était monnaie courante de faire de ce type de livre plus luxueux? Ou... Moi, j'ai beaucoup travaillé. Là. On va parler d'une autre maison, et Marc-André aussi, avec Jacques Fournier aux éditions Rosselin. Mais là, en fait, souvent, j'ai dit à Jacques, tu parles de livres d'artistes, mais tu devrais parler d'objets d'art parce que ça se déplie, ça s'ouvre, ça se défait. Et souvent, quand il a parlé à la radio de livres, je suis sûre que les gens ne comprenaient pas très bien ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, c'est très amusant, celui que j'ai fait avec Louise Dupré, qui s'ouvre comme une boîte. Comme ça, puis il y a des petits papiers qui sont soutenus. Bon, je me souviens quand elle était entrée chez elle, si elle peut me permettre de raconter, Jean-Pierre, son compagnon, lui avait dit « Mais il va avoir quoi sur la page couverture? » Mais il n'y a pas de page couverture. C'est un objet, oui. Alors oui, Jacques en a fait jusqu'à tout récemment. Donc, mais je pense que ça existe. J'en ai fait quelques-uns en Europe. Toi aussi, tu en as fait. Oui, mais par rapport à la question de l'âge d'or, puis bon, qui nous ramène à un passé qui serait plus positif qu'un présent. Donc, je suis moins... je pense que les pratiques ont évolué. Donc, dans les années, disons, 70-80, c'était ce type de production était très valorisé, prenait peut-être, on lui accordait une importance peut-être plus grande qu'aujourd'hui, mais c'était un type de production qui était celle qui était peut-être la plus dynamique dans un sens. Là, je ne veux pas réduire non plus seulement à ça, mais là, les procédés d'impression ont changé, le fanzine est arrivé. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui se font. L'imprimé ne cesse d'évoluer. Donc, aussi, malgré
la révolution numérique, puis tout ce qui se fait avec le numérique, mais il reste que ça demeure et il y a encore toutes sortes d'initiatives. Le poème affiche existe encore. Donc, puis c'est pas de la nostalgie, non? C'est simplement que les supports se sont démultipliés. Donc, forcément, il y a moins de visibilité sur un type de production parce qu'il y a d'autres productions qui veulent, qui amènent aussi à être vues et discutées. L'inventivité est toujours là. Ouais, mais je pense que maintenant aussi, on peut faire des choses, par exemple, couleurs, pour beaucoup moins cher qu'avant. Absolument. Visuellement, je pense au livre de Simon-Henri et de Nicole Brossard. Il y a 30 ans, et c'est presque impossible de penser ça comme ça sans que ça coûte une fortune. Ou ça aurait été plus gris, ou ça aurait été moins intéressant. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait des miracles pour, j'allais dire, presque rien. Or, et puis, il y a cette idée de propager la bonne nouvelle. Donc, le livre d'artiste au sens traditionnel, tiré à 20 ou 30 exemplaires ou 15, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Peut-être qu'on veut inventorier d'autres possibilités puis se dire, tiens, voilà, du plus accessible, mais toujours en tenant compte de l'image et du mot. Et de tout ce que ça permet comme inventivité. Non, mais merci de le souligner, Marc-André, parce que c'est vrai qu'il y a une mutation aussi des formes et de cette collaboration-là, poème, art visuel. Je pense que, c'est ça, 50 ans plus tard, le Norrois continue complètement sa mission avec le zine. Tu parles de cet exemple, mais je pense que la collection Orphanos au Norrois pour le Club des Amis reprend un peu cette facture d'un petit livre qui peut s'ouvrir de multiples façons. On explore, ça peut être un poème affiche, comme tu le dis. J'en viens peut-être à vos incontournables, peut-être dans le catalogue du Norrois, peut-être plus près de nous, peut-être. Est-ce qu'il y a dans le catalogue du Norrois des livres qui explorent cette collaboration-là, qui vous paraissent comme sans dire des piliers, là, mais des incontournables pour quiconque voudrait découvrir ce lien entre la poésie et l'art visuel? Il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. C'est une question très large. Si on veut encourager les gens à devenir membres du Club des Amis, comme tu as parlé de la collection Orphanos, je me dis qu'il y a là des petites merveilles, que ce soit beaucoup de Martineau, des Méditerranée d'Élise Turcotte avec Caroline Boileau, Jacques Brault. On parlait de Jacques Brault avec ses propres dessins magnifiques, Toucher les nuages, un Geneviève Amiot avec déjà... Sophie Jaudoin. Sophie Jaudoin. Et puis, on en a fait un aussi, Martine Audet, Diane Régimbal, Louise Dupré et moi, autour de petits dessins très fragiles, mais très beaux, de Louise Vigée. C'est un projet qu'on devait faire de son vivant, puis finalement... Elle est morte trop tôt. Donc, oui, pour moi, c'est beau parce que c'est aussi très original, comme inviter des gens à dire, devenez nos amis et puis aidez-nous. Parce que c'est pas très cher, 100 $, devenir ami du Norrois. Oui, pour avoir le livre, il fallait donner 100 $. Oui, et puis, on a un livre tiré à 150, quelque chose d'assez beau, de particulier, de petit, de léger. Ça prend pas beaucoup de place dans une bibliothèque. C'est le livre d'artiste miniature. Oui, c'est beau. Puis chacun a sa personnalité aussi. Oui, tout à fait. Oui, puis je pense que ça peut aussi évoluer. Ça, c'est une collection dans le cadre d'une campagne de financement. Donc, il y a une mission particulière qui est associée à ces objets-là, mais on peut imaginer que d'autres objets naîtront aussi dans des formes et à des coûts différents éventuellement. Donc, si on prend le tout dernier de Marc-André Froisy, qui est publié donc dans la collection Hommerie maintenant, donc c'est un véritable petit objet aussi, donc en tirage courant, mais abondamment illustré,
reproduit de photographies de Marc-André, pleine page, avec une écriture manuscrite. Donc, on revient à certains des éléments qui ont caractérisé aussi certains ouvrages au Norrois. Donc, c'est un exemple, pour moi, tout à fait concret de... Et avec des petites phrases toutes simples pour des gens qui veulent entrer en poésie. Il y a là quelque chose qui est visuellement intéressant, beau, puis... Ah, ça peut être ça, la poésie aussi. Qu'est-ce qui motive une collaboration avec une artiste? Est-ce que c'est la source de l'élan ou elle apparaît plus tard dans une coïncidence des sensibilités? Donc, l'interaction art-poésie, c'est un point de départ ou un point d'arrivée? Quel est le rôle dans votre propre pratique d'écriture de ce mariage art et poésie? Marc-André, je commence avec toi parce que... Comme disait Denis, je pense que chaque projet a son histoire et ne naît pas de la même manière. Donc, c'est très... donc, on peut entrer dans l'histoire de chaque projet, mais ce ne sera pas possible parce qu'il nous manque pas assez de temps. Mais une belle histoire quand même. Il y a des... je dirais, c'est d'abord des désirs. Hein? Je pense qu'au départ, c'est... soit une œuvre que l'on découvre ou que l'on connaît, puis il y a ce désir d'entrer dans un dialogue de création, et non pas seulement un dialogue de parler avec l'artiste et d'échanger, mais de répondre. Hein. Moi, c'est souvent ça, c'est de répondre à un univers qui me questionne ou qui m'atteint de différentes façons. Donc, vouloir répondre avec le poème, entre autres. Ensuite, c'est des désirs du défi, de se poser, de se mettre dans des conditions différentes, de dire si on travaille avec quelqu'un, mais on ne travaille pas comme quand on écrit seul. Donc, de vouloir se laisser transformer par les rencontres aussi. Il y a beaucoup d'amitié, il faut le dire. Hein. C'est beaucoup, je pense, toute l'histoire du Norrois, c'est un fabuleux réseau d'amitié, de rencontres. Donc, les projets très singuliers sont nés de ces amitiés-là, souvent, et du désir d'y répondre et de vouloir que le projet naisse parce qu'on aime la personne, on a envie de lui donner cette occasion-là. Donc, c'est un peu tout ça qui se manifeste de différentes façons. Mais si on parle de ton recueil, par exemple, Ma compagne, et qu'on entre vraiment dans l'écriture, parce que dans ce recueil-là, la sensibilité picturale rejoint celle des mots, celle de l'être. Donc, l'idée de comment dire la couleur. On pense à la couleur des voyelles de Rimbaud ou encore la poésie des couleurs de Roland Giguère. Donc, comme la poésie qui devient un art qui donne à voir autrement, comment tu as abordé ce travail de la couleur, mais à partir des mots? Je me souviens, au départ, ce livre est né d'une commande qu'on m'avait fait pour écrire sur l'azur. Et donc, à partir de ce thème-là, j'avais écrit sur le bleu. Donc, et à la suite de ça, le goût est venu de continuer travailler sur d'autres couleurs. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était de comment écrire un univers poétique autour de quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Une couleur, pour moi, on ne peut pas décrire c'est quoi le mauve. Je veux dire, ça existe, il faut en voir, puis on dit c'est ça du mauve, regarde, c'est ça. Mais bon, donc, comme j'écris avec des mots, puis c'est ça qui m'intéresse, donc je me dis, bon, comment parler d'une chose qu'on ne peut pas décrire? Donc, est-ce que la poésie peut, elle, se permettre d'apporter quelque chose? Donc, c'était ce défi-là à la base. Et ce qui est intéressant pour ce livre-là, c'est qu'il était hors de question qu'il y ait des images. Parce qu'il fallait pour moi, alors que, bon, j'ai baigné dans énormément j'ai traversé tellement d'univers visuels pour me nourrir aussi, pour écrire ces poèmes-là. Mais c'était impossible d'en choisir une et de restreindre. Juste le choix de la couverture, pour moi, était très difficile parce qu'il ne fallait pas que la couverture rejoigne aucune des couleurs, parce que ça m'apparaissait pas possible de choisir. Il fallait laisser vraiment les textes signifier ce qu'ils pouvaient évoquer. Donc,
Donc, c'est comme un peu à contrario, mais alors que l'univers visuel est hyper présent, m'a beaucoup nourri. Puis ce recueil-là, c'est un peu aussi le fruit d'années à côtoyer les galeries, les artistes. Je veux dire, c'est un peu ce qui a décanté de toutes sortes de choses qui sont liées à mon rapport aux arts visuels et à la matière aussi. Donc, Donc ici, les deux langages se sont rencontrés, mais qui ont apparu sur la page à travers les mots et donc donné à lire ce qu'on peut voir. Parce que c'est un peu ça aussi le travail dans le livre d'artiste ou dans cette collaboration-là, c'est de l'exploration des deux langages qui se superposent, qui se chevauchent, qui se confrontent. Mais je trouve ça intéressant que tu dises que c'est impossible de trouver une œuvre à mettre sur la couverture parce que aussi j'ai remarqué dans tes œuvres, il n'y a pas beaucoup d'œuvres en couverture. Est-ce que c'est des choix délibérés? Est-ce que c'est un choix de justement t'es nourri par cet art visuel qui t'accompagne, mais ensuite le livre devient autre chose? Ben, mon tout premier recueil, donc Les Champs marins, c'était la photographie de Yann Giguère. Et ça, c'est le premier. Et je me souviens, c'est René Bonenfant. Donc, j'étais tout jeune. Et on me disait, t'as carte blanche. Et donc, la machine à rêve se met en place. C'est quand même le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut faire. Donc Yann était quelqu'un avec qui j'avais étudié en cinéma, faisait de la photographie, donc spontanément, le plaisir de retravailler ensemble et de se réunir sur ce projet-là, ça m'apparaissait à ce moment-là absolument une évidence. Et on avait beaucoup travaillé ensemble, avec ses propositions, puis on avait tellement de liberté, donc on avait eu cette idée de créer comme une sorte de lettrine au début de chacun des poèmes, qui n'est pas une lettre, mais qui est comme un extrait de la photographie. Et je me souviens, on avait collé, parce que pour que ce soit imprimé, il est imprimé, ça, comme le texte, mais il fallait que ce soit photographié. Donc, on avait collé chacun des petits carrés pour créer cet effet-là au début de chacun des textes. Et ça reste, c'est sûr qu'un premier recueil, c'est toujours marquant là, dans une vie, mais cette collaboration-là est restée aussi très importante. C'est vrai que par la suite, d'autres considérations sont venues en fait... je dirais, les projets ultérieurs n'ont pas eu cette nécessité-là pour moi. Et comme c'est quelque chose qui est pour moi très viscéral aussi, ce rapport aux arts visuels, c'est vraiment les projets pensés ensemble qui m'ont intéressé plutôt que d'amener un univers visuel a posteriori, je dirais. Et ça, pour moi, ça... Je dirais, et comme j'ai eu la chance aussi de faire des livres d'artistes, donc ailleurs aussi, donc ça a beaucoup nourri ma pratique et j'ai pu le faire aussi, même si par rapport à des projets de recueil, ça s'est pas fait dans cette même coïncidence-là. Donc, c'est pas forcément un choix. Je dirais, c'est un peu l'histoire de mes recueils là, jusqu'à présent, mais c'est un peu comme ça que ça s'est présenté, je dirais. Parce que toi, Denise, aussi, tu as été très, on le sait, très intimement liée avec des artistes visuels qui ont fait partie intégrante de tes recueils. Est-ce que c'est une intuition de départ à cette œuvre poétique? Comment est arrivée cette construction de ton œuvre poétique à travers les œuvres de d'autres artistes? Mon intérêt pour les arts visuels vient de très loin. Et pour l'histoire de l'art aussi, quand j'étais à l'époque, avant les collèges, avant les cégeps, moi, j'ai fait le bac au collège classique et je prenais, après les cours, des cours d'histoire de l'art. Si j'avais été bonne en dessin, j'aurais sûrement essayé de faire les deux, mais probablement, peut-être que je serais pas allée vers l'écriture au départ, je sais pas. Mais ça m'a toujours fasciné, les arts visuels. Et quand je suis rentrée au Noroît, je vivais déjà avec quelqu'un qui était de ce côté-là, mais je connaissais Léon Bellefleur et je lui ai demandé
Je suis pas sûre que ce soit mes 2 meilleurs livres, les 2 premiers. On passe dessus, on passe au 3e. Allons. Et donc, La promeneuse et l'oiseau, là, c'est un vrai choix. J'étais dans une maison donc qui associait et j'ai eu envie du travail de Lucie Laporte que j'ai rencontrée. Je suis allée dans son atelier, puis je pense qu'elle avait lu mon manuscrit, donc on a pu en parler et elle est venue après, mais ça a été un vrai travail. Mais je me rends compte avec le temps et depuis toujours que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis artistes, que cet univers-là m'intéresse, que je suis allée dans beaucoup d'ateliers et que parfois, soit des galeristes ou des artistes sont venus vers moi en me disant « Aurais-tu envie d'écrire pour un catalogue ou pour ceci ou pour cela? » Mais dans mes livres, il y a des images, il y a des références aux arts visuels même qui ne sont pas nécessairement visuels dans le livre, mais je cite aussi beaucoup. Je dis souvent que j'ai besoin de beaucoup d'accompagnement et ma référence, c'est toujours, disons, j'ai besoin que ça murmure. Visuellement ou sonorement parlant, comme dans la bibliothèque de Berlin de Wim Wenders. Oui, Donc, oui. et même ma salle de travail, seule dedans, j'ai l'impression que j'ai besoin, même moi, j'écris à haute voix. Donc, il faut que ça bouge et tout. Après, les livres que j'ai faits au Noroît, c'est des expériences qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. Je disais tout à l'heure que je suis allée vers Michel Goulet, alors que, par exemple, Alain Laframboise est venu vers moi. Martha, c'était Fernand Ouellette à la radio qui m'avait commandé un texte d'une demi-heure que je devais lire. Alors, écrire un texte d'une demi-heure comme ça pour la radio, ça n'allait pas de soi. Et à la radio, mon compagnon interviewait Martha Townsend au début des années 90. Et j'avais été fascinée par sa voix. Le texte s'appelait d'ailleurs à l'origine pour la radio « La voix de Martha ». C'est la première partie du Saut de l'Ange. Mais j'ai pas pu garder ce titre-là parce que Élise Turcotte venait de publier « La voix de Carla ». Ça aurait été un peu gênant. Mais là, c'est aussi la voix. Le léger accent qu'elle avait à l'époque de son anglais et tout, des mots qu'elle choisissait de façon métaphorique, des expressions. En fait, j'étais fascinée par tout ça. Et après, quand on s'est rencontrés, tout le monde de l'Irlande et c'est rentré, les mères irlandaises me permettaient d'aborder la question de la mer autrement. Bon. Voilà. Mais la dernière expérience, disparaître, celle-là, elle est différente parce que, ça vient de la revue Relations qui me demande si je veux être écrivaine en résidence pendant 1 an. 700 mots tous les 2 mois, pour moi, c'était énormément. J'ai dit oui, mais après, je me suis dit, mais t'es folle, ma fille! Et il y a toujours de beaux hasards. Je suis allée au Musée des Beaux-Arts, National des Beaux-Arts du Québec, et il y avait une expo Vanité, et je tombe sur une œuvre pourtant que je connaissais de Sylvie Cotton, mais que je n'avais pas vue depuis très longtemps, avec ce miroir et cette cendre, 2 tiers de cendre à l'intérieur. Et je regardais l'expo, mais je revenais continuellement à cette œuvre-là. Et je me suis dit, voilà le point de départ. C'est ça. Je connaissais le travail de Sylvie, j'avais vu une performance qu'elle avait fait avec son père. Elle a même une photo de ça, Gilles et moi, regardant leur performance et tout. Alors, quand je l'ai appelée, elle m'a dit, oui, on va se rencontrer, ça m'intéresse et tout. Et tout de suite, elle a dit, oui, on va travailler ensemble pour les 6. Alors que moi, au départ, je me disais, mais je pourrais changer d'artiste à chaque numéro. Mais elle était tellement accueillante, tellement... que je me suis dit, mais oui, on pourrait faire ça. Mais là où c'est différent des autres, c'est que les œuvres, on en a 11 là, je les ai pas eues au départ. J'ai commencé par Disparaître, qui est le titre de la première, Rester, partir. Et puis après, je suis allée dans son atelier. Elle avait sorti beaucoup, beaucoup de choses, des photos, des objets, toutes sortes de choses. Et puis, on en parlait ensemble. Donc, c'est comme si je les avais choisies une après l'autre. Et une fois, j'en ai choisi 2, mais en disant, celle-là, ça viendra plus tard. On en reparlera. Alors, on a travaillé, disons, ensemble, si on peut dire, à l'élaboration. Et je trouvais intéressant de ne pas savoir ce qui allait venir. C'est l'œuvre qui m'amenait ailleurs, qui m'amenait ailleurs, qui m'amenait ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose de plus particulier, disons, et que j'ai
beaucoup aimé comme expérience. Est-ce que tu auras envie de nous en lire un extrait de Disparaître? Je vais lire le début, puisque, encore une fois, ça m'accompagne. Je la tutoie dans le livre, mais enfin, ce que je veux aussi dire, c'est que ce tu-là pourrait être vous, pourrait être moi. J'espère que c'est pas que Sylvie. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est aussi sa voix calmante, moi qui suis plutôt, à l'époque, spécialement plus colérique encore qu'aujourd'hui, qui rêvait d'être apaisée, qui ne l'était pas. Et j'ai l'impression que cet artiste et cette femme, avec sa voix, tout ça, ça a été apaisant, même si elle est capable de parler de la mort, parce qu'il y a un moment, quand c'est en italique, c'est vraiment elle qui dit les choses. Ça commence souvent par une voix. Cette fois, c'est la tienne. Tandis que j'avance désinvolte, comme si le temps ne filait pas, comme s'il n'était pas toujours 5 heures du soir, heure du chant funèbre de Lorca. Parmi quelques portraits d'inconnus, des natures mortes au crâne, aux fleurs, au fromage, quelques collections d'objets et de corps fugitifs. Tu dis silencieusement disparaître. Tu dis rester, partir. Comme si faire demi-tour était encore possible. Et ça, c'était les œuvres que je voyais dans cette expo Vanité. Ces natures mortes au crâne, aux fleurs, au fromage. Magnifique extrait. Oui. J'aime cette idée de ne pas savoir ce qui allait venir. Donc, on est un peu toujours dans la surprise, dans le choc aussi d'absorber ce que l'on voit, parce qu'il y a un peu ce travail, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'absorption pour que l'écriture apparaisse. On doit écrire, est-ce on écrit au milieu de l'œuvre ou en périphérie? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, tu as écrit autour des œuvres. Souvent, ça revient, cette formulation. Mais est-ce qu'on écrit vraiment en périphérie ou à l'intérieur? Bon, je pense que le autour est une façon de dire les choses sur la page couverture. Ça aurait été difficile de dire dedans. Je sais Mais bien. c'est vrai qu'en pratique, tu as raison, le autour n'est peut-être pas juste, puisque j'ai besoin d'habiter l'œuvre, vraiment, et de la laisser me rejoindre, me tourner autour de moi. Et tout ce qu'elle fait surgir en moi, c'est aussi d'autres images. Et parfois, j'ai envie d'aller sur Internet, voir telle chose ou telle autre, ou des mots, par exemple. Je suis allée voir Michelet, je suis allée voir telle autre chose. Et j'ai eu besoin de mots et d'images autres, mais tout ça a surgi grâce à l'image ou à l'œuvre de Sylvie que j'avais avec moi ou sous les yeux. Elle m'en a laissé apporter chez moi. Elle m'a fait cadeau de l'une d'entre elles. Mais au départ, je pouvais vivre avec l'œuvre. Et ça, je trouvais ça assez magnifique. Évidemment, pas la première, puisqu'elle appartient au Musée des Beaux-Arts, National des Beaux-Arts. Ouais. Et de ton côté, Marc-André, j'aimerais discuter avec toi de ta collaboration avec l'artiste Manon Depart, parce qu'ici, on est un peu à sens inverse, c'est de faire apparaître des images à partir de poèmes déjà écrits. Est-ce que tu voudrais nous lire un extrait qui a été utilisé pour cette collaboration? Alors, dans la vidéo, donc, c'est seulement un extrait du poème, et là, je vais vous lire le poème intégralement. Et si la fiction était une forme d'attente, capable d'absorber l'ombre, toutes les ombres, au-devant des images, en peine de vivre, sur les trottoirs de Palermo, Palermo, Palermo. Ta nuit pousse le rêve de l'autre côté des choses, là où les mots pauvres s'attirent en mimant le rythme des heures, pour retrouver le lieu des absents, des souvenirs absents. Est-ce que tu peux nous parler de ce processus-là? Alors ici, donc, il ne s'agit pas d'un livre d'artiste, là, c'était donc plutôt un travail vidéo.
Donc, je parlais de désir tout à l'heure. Donc, cette rencontre-là, elle est née d'un désir. J'adore le travail de Manon Depart depuis des années. Je ne la connaissais pas du tout. Et un beau jour, je lui ai envoyé un mot en lui disant « Bonjour, j'aimerais proposer qu'on travaille ensemble. » Très naïvement, elle m'a répondu et on s'est rencontrés. Et voilà, c'est une vraie rencontre. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Elle ne connaissait pas mon travail. Donc, il y a eu une période d'apprivoisement et de... Bon, donc, j'avais différentes pistes, tout ça, à partager avec elle. Et on était parti sur une première piste qui aboutissait pas. Ou enfin, finalement, on a adopté pour une autre piste et qui a donné ce travail donc de vidéo. Manon est photographe, mais aussi vidéaste. Et donc, on était parti donc à partir de la langue de ta langue, donc qui le dernier recueil, donc que j'appelle des poèmes palimpsestes. Et donc, je voulais poursuivre ce travail sur l'idée du palimpseste. Et c'est quelque chose que j'aime à envisager, là, disons, dans le futur. Donc, de voir les prolongements possibles de ça, du palimpseste. Et donc, on a exploré cette idée-là. Et donc, nous est venue l'idée de travailler le texte submergé dans l'eau et avec différentes couches de superposition du poème et d'en voir les transformations que pouvait apporter la matière, d'une part, puisque l'encre se détache, et voir comment le traitement vidéo ce qu'il pouvait apporter par rapport à ça. Et ça a donné donc la vidéo que nous avons créée et qui existe comme une œuvre vidéographique aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une rencontre, un désir, une rencontre, mais aussi la chance d'avoir eu une complicité, je dirais quand même assez immédiate dans notre rapport et de voir comment sa façon de travailler entrait tout à fait en relation avec ma façon de travailler. Et là, on a travaillé véritablement ensemble. Là, c'est pas, je ne lui ai pas laissé des textes, elle a travaillé de son côté et j'allais voir ensuite. On était ensemble à son atelier, on manipulait ensemble. Là, on était vraiment tous les deux là, à créer cette œuvre-là, ce qui était un pur bonheur en pleine pandémie. Donc, c'était un moment difficile aussi, et donc de pouvoir se concentrer sur un objet de création dans cette période-là, ça a été aussi extrêmement riche. Et c'est un résultat que je trouve absolument formidable. Et ce qui est magnifique de ça, c'est que je n'aurais jamais pu faire ça seul. Impossible. Et je vois ça et c'est quelque chose, je sais pas, c'est comme un prolongement du poème, d'un recueil, mais en même temps totalement autonome et totalement lié aussi. Donc, c'est quelque chose qui me plaît énormément comme forme. Parce qu'on a parlé des livres d'artistes, des collaborations justement avec des artistes visuels qui sortent là ici du livre. Là, on est dans d'autres formes, comme le vidéo-poème qu'on pourrait considérer à quelque part comme, je ne sais pas, comme un livre d'artiste, on sort d'une collaboration féconde qui permet de lire autrement le poème. On parlait d'expérience au début de l'épisode. Je pense que c'est d'amplifier l'expérience du poème. Et je pense que cette sortie du livre au Norrois a aussi pris beaucoup de place. Je pense aux fameux 40 ans du Norrois où il y avait l'exposition La coexistence des traits. Des traits, oui. Et on a demandé à Marc Séguin de faire le logo. Donc, cette collaboration-là dépasse aussi l'objet livre au Norrois. Oui, c'est ce que je trouve intéressant, c'est encore là, il n'y avait pas d'intention marquée, mais finalement, c'est une exploration créatrice. Par exemple, pour les 40 ans, on avait demandé à Éric Champagne d'écrire un oratorio à partir d'extraits, une quarantaine d'extraits que j'avais choisis parmi plusieurs auteurs. Et cette collaboration-là, on n'avait pas réussi à avoir d'argent pour payer Éric pour écrire ça. On aurait pu faire un petit livret. Il nous avait donné les feuilles de musique où il avait écrit. On les a toujours dans les archives.
Donc, on a exploré différentes voix comme ça. La collection des cassettes où on entendait la voix des poètes eux-mêmes. Le premier avait été celui de Denise et d'Hélène avec la musique de Violaine Corradi. Moi, je trouve que ça serait une idée à reprendre. Oui, absolument. Glisser ça dans un livre, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, moi. Oui. Qu'ils aimeraient, la cassette qu'ils aimeraient lire le livre avec la voix du ou de la poète. Oui. Et je trouve que ce serait absolument magnifique. Ces explorations ont permis plusieurs rencontres et aux 40 ans du Norois, donc on a voulu élargir, si on veut, cette possibilité d'audition de la poésie avec cet oratorio d'Éric Champagne. Mais aussi, on a voulu rendre hommage aux artistes, puisqu'ils accompagnaient la maison depuis ses tout débuts, que tout à coup, les artistes deviennent les vedettes de la poésie par une exposition collective qui avait eu lieu pendant un mois à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal et qui avait été vraiment une expérience qui a demandé beaucoup de coordination. Là. Patrick avait beaucoup travaillé, Marc-André aussi, et Gilles, sur le concept de l'expo. Et j'avais été chercher des œuvres chez Alexis Lafrançois, chez un, chez l'autre, etc., etc. Mais c'était vraiment un moment, je trouve, qui concrétisait cette relation poésie-art visuel par le biais, cette fois, des personnes. Et c'était un très beau moment parce que les artistes étaient tous là, sur scène, et c'était eux qu'on célébrait, et avec la poésie, bien sûr, des livres qu'on lançait à ce moment-là. Et par la suite, je pense que tout cet effet-là d'entraînement a donné lieu à une poursuite dans les années 2010, par toutes sortes de projets qui sont liés à ces rencontres dont Denise et Marc-André parlaient tout à l'heure. C'est extrêmement fertile comme terreau, c'est extrêmement porteur comme possibilité, et je pense que ça va continuer à s'ouvrir. Et toi, Marc-André, tu avais travaillé justement sur cette exposition-là. Oui, tout à fait. C'est un magnifique projet qui était formidable parce qu'en même temps, on parlait d'amitié, de réseau. Et là, la disposition des œuvres à la Maison de la Culture permettait, on avait fait comme des mosaïques, les œuvres étaient très rapprochées, très proches les unes des autres, un peu comme serrées. Et ça donnait justement toutes sortes de liens où les artistes, les œuvres entraient justement dans ce dialogue-là, et on voyait encore une fois la diversité. Là, j'y reviens souvent, mais c'est quand même aussi intéressant de voir. Et une des choses qui m'avait fasciné, c'était de découvrir les formats des œuvres, puisque sur une couverture de livre, on a l'impression que toutes les œuvres ont le même format, alors qu'il y avait des œuvres minuscules. Il y en avait des très grandes. Je pense au Thomas Corriveau, sur le livre de François Dumont, Brisure, qui est un magnifique montage sur cadre d'aluminium, ou encore au pochoir de François Morelli, qu'il avait fait directement sur le mur. Donc, et avec à côté des tout petits formats, des choses très, très délicates, mais en même temps, ça donnait vraiment l'idée... Enfin, on arrivait dans une grande mosaïque, puis en se disant, c'est comme l'univers du Norois. L'univers visuel, c'est tout ça, il n'y avait rien de pareil. Tout était très varié, avec différentes techniques, différentes matières, tout ça. C'est vraiment un très, très, très beau souvenir pour moi. Je pense que qu'est-ce qui revient, c'est cette idée de la rencontre. Je pense que c'est au cœur là, de ce travail qu'il y a au Norois, l'amitié, la rencontre. C'est deux mots qui reviennent souvent, et je pense qu'ils font vraiment partie de ce que le Norois est. En relisant, j'ai relu à force de voir de Pierre Ouellette qui parle très bien de la relation œuvre visuelle et poésie. J'avais envie de lire un petit extrait parce qu'il parle justement de cette rencontre. On rencontre une œuvre toujours avec laquelle on fait connaissance, développe des fréquentations, entretient une amitié plus ou moins longue, intense, profonde. On ne va pas voir une œuvre, on ne va pas même la regarder. Ce serait agir en pur voyeur et la traiter comme un fétiche. On lui rend visite, ou c'est par elle qu'on est visité. Ce n'est pas une peinture ni une sculpture, une photo, une vidéo, mais un corps vivant.
un regard personnifié, une conscience incarnée, une mémoire charnelle, une intuition sensible, bien plus qu'humaine parce qu'elle est chose aussi, en plus un être absolument réel comme par surcroît, un mur solide bien plus qu'une épaule qui fuit, une large fenêtre bien plus qu'un regard fuyant, une pierre de touche, non pas des paroles en l'air, un arbre, une souche, et pas seulement du vide, du vent. En elle, je rencontre le monde, intégralement. En elle, quelqu'un vient à ma rencontre, m'apporte son propre monde. Ce monde dans le monde me révèle le mien, par contagion, par connivence, par simple analogie, un autre monde comme mon monde secret, aussi étrange que lui, par-delà toutes les ressemblances, ou par simple contiguïté, un monde voisin là-bas au loin d'où je peux voir le mien comme un lointain, une sorte d'au-delà, mais en mon sein, un éloignement par le dedans. Le monde où l'œuvre et moi croisons notre regard nous révèle ce secret-là, l'étrange réciprocité de nos lointains, l'éloignement commun de notre étrangeté, le choc est grand. C'est un très bel essai de Pierre, d'ailleurs, Ouais. ça, oui. Cette idée de la rencontre qui nous amène dans notre propre lointain, je trouve que c'est bien l'image de ces diverses collaborations qui ont agité le Noroît. Et plus récemment, on parlait des 40 ans, mais il y a aussi les 50 ans, parce que le Noroît continue. Il y a eu ce livre, J'écris Peuplier, J'écris Peuplier qui est un vers de Céline Fortin. On avait Et tout ça, c'est une rencontre aussi. une autre rencontre. Oui, parce que Monique Leblanc avait fait ce film sur Plus haut que les flammes, magnifique film par ailleurs. Et on parlait, et puis elle me Du disait... livre de Louise Dupré. Oui, de Louise Dupré, merci. On parlait après le film de toutes sortes de choses, de tout et de rien, et elle me dit qu'elle a un livre de photos. Et je réfléchissais à l'idée des 50 ans, bien sûr, et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas profiter de cette occasion d'offrir à Monique la possibilité de faire un livre avec ses photos, mais avec des auteurs du Noroît qu'elle choisira elle-même. Mhm. Donc, l'idée du livre anniversaire est née tout simplement comme ça, en discutant. Elle était vraiment ravie de la chose. Et nous aussi, ça permettait tout à coup un projet initiateur pour les 50 ans. On voulait en faire d'autres et c'est là que la COVID est arrivée. Mais bon, Mhm. c'est l'histoire. Donc, ce n'est pas une anthologie à proprement dit, mais Non. vraiment, on lit l'histoire du Noroît comme un film, presque comme l'idée du montage, des thèmes. C'est Oui. pas chronologique. Donc c'est À partir de sa sensibilité, de la sensibilité à Monique, absolument. C'est son choix à elle dans les livres, et je lui en avais donné beaucoup là, pour qu'elle explore tout ça. Mais l'idée, c'était 50 poètes, 50 ans. C'est un peu banal, mais bon. Donne un magnifique livre. Donc, dans cet échange des sensibilités, je vous remercie de vous être prêté au jeu aujourd'hui de discuter du livre d'artistes, de la collaboration art visuel et poésie au Noroît. Il faut dire, le dialogue continue, sauf toujours aussi fort au Noroît. D'ailleurs, avec la fusion avec la Maison Emery, qui devient un peu la collection de voix émergentes, laboratoire qui explore les potentialités du mariage art et poésie. Cette mission de symbiose art et poésie continuera de rayonner aussi dans les années à venir. On a plein de beaux titres qui paraissent dans les mois qui suivent. Je pense qu'on a parlé de Michel Côté, qui est un des pionniers aussi de ces livres d'artistes qui continue de publier avec nous. Donc, je vous remercie, Denise Deshôtels, Marc-André Brouillette et Paul Bélanger, d'être venus ici aujourd'hui discuter avec moi. Merci à toi, Mélissa. Est-ce qu'on peut dire que ça crée aussi des liens entre poètes? Oui. Parce que, bon, avec Marc-André, depuis, on a fait plein de projets. Paul, c'est par la poésie aussi qu'on s'est connus, déjà avec Michel Beaulieu à l'époque. Et donc, je pense que cette maison-là nous permet aussi d'aller plus loin entre nous. Et toi, Mélissa, c'est comme ça aussi qu'on s'est connus, par le travail depuis plusieurs années au Noroît. Donc, c'est... Vive l'amitié du poème. Vive l'amitié du poème. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Merci l'invitation. à vous trois. Merci. Merci. La réalisation de Le Noroît le souffle toujours a bénéficié du concours financier des organismes suivants: le département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, les éditions du Noroît,
le Fonds de recherche Société et culture du Québec, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Mais surtout, la création d'une série balado est impossible sans le concours de nombreuses personnes que nous tenons à remercier ici. Merci donc à l'équipe de La Puce à l'oreille et plus particulièrement à Albéric Filleul pour son travail de maître dans la production et la réalisation des épisodes, ainsi qu'à Ivan Uruena qui nous a accueillis avec générosité au studio Bakery. Merci à Mélissa Labonté et Charlotte Franqueur, les co-directrices littéraires du Norrois, sans qui ce projet n'aurait pas eu le même sens. Enfin, merci à Charlotte Moffett, agente de coordination au CRILC, de même qu'à Lise Bisoni, qui est coordonnatrice du Centre, pour son enthousiasme et son soutien constant dans la préparation de cette série. Vous trouverez tous les épisodes de Le Norrois le souffle toujours sous l'onglet Médiathèque du site du CRILC, soit crilcq.org, de même que sur le site des éditions du Norrois, lenorrois.com.